Chapitre 11. Vision. Vision du 16 janvier 1983. J'avais mon adorable compagnon Macho sur mes genoux, entre parenthèses mon chat siamois favori. Quand je suis parti dans la lumière, il a semblé partir lui aussi. La vision de ce jour représentait des losanges dans la même proportion que la précédente, c'est-à-dire 1 sur 2. Entre parenthèses, tous les losanges que je percevrai par la suite auront la même proportion, fin de la parenthèse. Il semble y en avoir 7 ou 8, à égale distance les uns des autres, venant vers moi et m'enveloppant. Je ne vois qu'une partie des derniers. Ils sont uniformément gris bleuté, ils ne bougent pas. Vision du 7 février 1983. Elle est identique dans les couleurs à celle du 6 janvier. Mais le losange s'est élargi en carré sur la pointe et entouré, en s'accolant à lui, de formes hémisphériques bleues, gris outre-mer. J'ai toujours aimé, comme mon père, entendre le tonnerre. Entre parenthèses, quand on aime le son, ah, les beaux graves et les belles percussions, fin de parenthèse, et voir les éclairs. Une nuit où je dormais dans ma chambre à Paris, je fus réveillé soudainement par une explosion brutale de tonnerre juste au-dessus de moi. J'entendis comme un bruit de papier calque qu'on froisse et des tessons de poterie tomber dans le conduit de la cheminée près de mon lit. La foudre avait frappé à mon côté. Un de mes tableaux spectacles avait vu son électronique endommagée et j'ai dû le reprendre. Je n'ai pas eu peur du tout. J'avais ressenti cet événement arriver le début juin 1983 comme un signe du ciel. D'ailleurs, le tableau endommagé, du Vido bleu, devait être la pièce centrale de l'exposition Hommage à Yves Klein, le 13 juin plus tard, qui se révélera une catastrophe. C'était comme si on, entre guillemets, me faisait savoir que la direction que je prenais en essayant de relier mon œuvre à une célébrité pour mieux me faire connaître était un mauvais choix. Mais bien sûr, je ne l'ai compris qu'après cette exposition catastrophique. Les signes sont très difficiles, pour ne pas dire impossibles à interpréter à l'avance. C'est toujours après qu'on sait avec certitude au fond de soi comment interpréter le signe. Pendant le vernissage de cette exposition catastrophique Hommage à Yves Klein, un jeune reporter s'approche de moi, un micro à la main, et me demande: Ne pensez-vous pas que vos œuvres sont déjà dépassées, démodées, obsolètes? Je suis stupéfait. À ma connaissance et au dire de mes différents visiteurs venus du monde entier et au fait des nouveautés dans l'art, il n'y a rien de comparable. Et je suis le premier à m'engager dans cette direction. Il y a bien eu Schaeffer qui avait exposé au musée des Arts Déco un mur entier de formes de lumière projetées par l'arrière sur une toile. C'était magnifique, tout en mouvance. De la musique était diffusée simultanément. Mais son œuvre ne semblait pas transportable et la musique n'avait aucun lien avec l'image. Elle n'était là que pour l'ambiance. C'est une énorme différence avec mes œuvres animées en musique, transportables et pouvant trouver leur place chez des particuliers. 30 ans après, la situation paraît la même, bien qu'on ait développé des logiciels d'ordinateur faisant bouger des images abstraites, souvent très belles, animées par la musique. Mais le lien avec la musique est très réduit, et le spectacle, bien que complexe, est assez répétitif et rapidement ennuyeux, puis exaspérant. Surtout, il ne répond pas aux rapports que j'ai découverts et qui le rendent si captivant. Cependant, j'aimerais pouvoir fusionner les deux technologies dans des vidéos. Le premier instant de surprise passé, je lui retourne une question. Quel âge avez-vous? 20 ans. Vous avez certainement été bercé par les romans, les bandes dessinées ou les films de science-fiction, dans lesquels on pouvait trouver ce genre de choses, ce qui vous a donné cette impression ancienne de déjà-vu. Mais ces œuvres n'existaient que dans l'esprit du romancier. Avant mes créations, ça n'existait pas. Il en est resté bouche bée. Depuis un moment, les nombres ont commencé à m'interpeller. Ils débutèrent par les nombres de 1 à 10 de la phrase de mu dont je m'étais servi pour déterminer le nombre de points utilisables des circuits électroniques. Cette fois, en mars 1983, c'est avec la peinture. Mes premiers tableaux étaient peints au pinceau.
de la peinture vinylique que j'appliquais en aplat dans des zones délimitées par des rubans adhésifs. Puis, j'ai découvert les petits pistolets et les aérographes qui permettent de projeter la peinture avec des dégradés d'une grande finesse. L'application est très rapide, mais nécessite de masquer longuement les zones non peintes avec du ruban adhésif. La surprise n'était pas toujours bonne en retirant les caches. L'encre appliquée en trop grande quantité ou trop liquide était passée en dessous et avait bavé. Ou la colle de l'adhésif avait arraché la partie déjà peinte. Il n'y avait pas de reprise possible. Si c'était trop grave, trop visible à distance, il fallait tout recommencer. Ce qui, hélas, est arrivé souvent. J'ai écrit encre au lieu de peinture. Ayant une formation qui me destinait à l'industrie, j'ai toujours conçu mes œuvres dans l'optique d'une duplication en quantité, seul moyen de pouvoir être accessible à un large public. Je me suis complètement illusionné car ça n'est jamais arrivé. J'ai fait 2 tentatives, à peine réalisées, déjà avortées, faute de structure de diffusion. Mes œuvres ont donc toutes été uniques. Quand on peint avec des peintures artistiques, il est très difficile dans la reproduction de retrouver les mêmes teintes. Comme j'avais commencé par vendre au Brésil des sérigraphies, entre autres, et qu'à cette époque, c'était la technique qui permettait la plus grande duplication de qualité, j'ai eu l'idée de peindre mes tableaux directement avec de l'encre de sérigraphie, la même qui servirait à la reproduction. Donc, on aurait exactement la même couleur. À l'achat, les gros pots d'encre étaient coûteux, mais leur finesse et leur pouvoir couvrant permettaient une utilisation tellement grande que ça revenait moins cher que de la peinture artistique. Sauf qu'il fallait un diluant synthétique spécial pour le pistolet, et là le coût s'envolait. La santé en prenait aussi un coup. Même avec un masque de protection, je respirais des particules nocives car la pièce, même aérée, en restait chargée. Les couleurs de ces encres étaient très belles et avaient un éclat différent de la peinture. J'utilisais une marque allemande de très grande qualité qui donnait un numéro à ces encres au lieu des noms traditionnels que j'ai longtemps ignorés. J'avais remarqué une série de bleus qui portaient les numéros 18, 19, 20. L'idée m'a pénétré que cette suite avait un sens en relation avec ma recherche. C'était peut-être stupide. D'autant que dans le dégradé qu'elle formait, il aurait fallu lire 19, 18, 20. C'est fou ce qu'on peut imaginer quand on est seul toute la journée à réfléchir. En tout cas, ce dégradé 19 bleu turquoise, 18 bleu de cobalt, 20 bleu outre-mer m'a obsédé sans que je puisse le retirer de ma tête. Je l'ai intégré dans mes tableaux. C'était magnifique, mais incertain, je l'ai supprimé, puis réintégré, etc. Des spéculations intellectuelles indispensables liées à des réflexions ésotériques avant de commencer une œuvre que je devais réussir du premier coup sans reprise possible à cause de la transparence nécessaire dans laquelle je me suis enlisé. D'autant qu'il y avait un autre bleu portant le numéro 66, phthalocyanine, que je n'arrivais pas à intégrer et qui pourtant m'obsédait. L'obsession portait à la fois sur la couleur et sur le nombre que je sentais signifiant sans pouvoir pour autant l'expliquer. En plus, je m'étais mis dans la tête qu'il fallait utiliser ces couleurs pures, ce qui donnait une très grande puissance expressive au tableau final. J'ai mis très longtemps à pouvoir les considérer en termes de nuances avec du blanc dedans. La puissance expressive devant provenir de la lumière des lampes colorées ou des LED, entre parenthèses Light Emitting Diode, fin de parenthèse, que j'ai utilisé avant de passer au numérique. Arrive le mois de mai. Je me plonge dans une nouvelle direction de recherche lumineuse. Je crée des tableaux miroirs. On connaît les miroirs magiques qui se transforment en chemin de lumière s'enfonçant dans les ténèbres quand on les allume. Les miens étaient beaucoup plus sophistiqués, avec tout un système de miroirs taillés en biais pour augmenter les réflexions. J'avais même mis au point, avec le miroitier qui m'avait promis de garder le secret, une façon particulière de réaliser le miroir sans teint qu'on utilise pour cet effet. J'installais une composition de petites lampes lucioles colorées, le tout s'animant en musique explosant en feux d'artifice très spectaculaires. J'en ai vendu quelques-uns
par l'intermédiaire d'installateurs de discothèques. Mais j'ai fini par abandonner, assez rapidement, cette direction. Le milieu des discothèques n'était vraiment pas suffisamment artistique pour moi. Les miroirs étaient trop lourds et fragiles à déplacer. Par contre, si jamais je peux créer des extasiums publics, j'aimerais illuminer la salle d'attente avec ce genre de miroir féerique. J'en ai conservé quelques-uns, dont 3 décorent un des murs de ma chambre impériale. Je revois encore Wally à ce moment. On part dans la pré-étude, réflexion, d'un instrument de musique qu'il pourrait créer en électronique utilisant un bruit rose, entre guillemets, animé par les vobulateurs ou autres bidules techniques. C'est sous l'influence de François et de la musique, entre guillemets, qu'on entend dans la tête en méditation, que je me lance dans cette rêverie. Heureusement, Wally ayant disparu, j'abandonne cette idée qui de toute façon n'est pas bonne. Ce qu'on entend en méditation profonde est lié à ce qu'on ressent. C'est impossible à reproduire. La tentative de reproduction provoquerait un ennui profond, provoquant même à la longue un sentiment d'exaspération, comme la plupart des musiques plates et sans relief, dites de méditation ou de relaxation. J'ai essayé d'en écouter pour me rendre compte. La présentation des boîtiers de CD est généralement illustrée de très belles images, et le texte qui l'accompagne est soutenu par de pseudo-études médicales. Mais je trouvais ces sons d'une platitude musicale très ennuyeuse. Tout juste bon à être utilisé comme musique d'ascenseur, comme disent les musiciens. Puis sont apparus les synthétiseurs, plus perfectionnés que tout ce que j'aurais pu imaginer avec Wally, avec tellement plus de sons extraordinaires que de simples bruits roses. Un texte tout à fait approprié à mes préoccupations m'arrive dans les mains sans que j'aie eu à le rechercher ou à l'acheter, comme d'habitude. Pour Platon, le suprême sommet de la réalité est la lumière. Il s'agit certes d'une lumière supraphysique, d'une lumière qui rayonne de l'esprit, d'une lumière qui révèle l'idéation de Dieu. Cette vue rejoint celle d'un disciple de Pythagore qui affirme que les choses ne sont pas belles en elles-mêmes par leur forme ou leur manière, mais uniquement parce qu'elles réfléchissent la beauté et la lumière. Ainsi, la lumière transposée en couleur, en rythme, en volume ou en son nous conduit à une réalité elle-même insaisissable, mais perçue comme esthétique. Fin mai, je fais des achats dans un grand magasin parisien, le BHV. À la caisse devant moi, il y a une grande et belle jeune femme blonde, une vraie blonde. Ça se voit à sa peau. Mon intérêt se porte sur son achat. C'est un jeu de tarot. Je lui demande, c'est pour le jeu de société ou pour tirer les cartes? Pour tirer les cartes. Mon intérêt grandit. Et je lui parle des soirées particulières, avec l'énergie qui se passe chez moi. Le petit groupe du début s'est étoffé. D'autres amis sont venus expérimenter la transmission d'énergie. Pour certaines, ça n'a rien fait. D'autres, au contraire, l'ont reçue fortement et reviennent. Elle est très intéressée. Je me présente et lui demande son nom. Colette. Elle a un regard bleu clair, avec une expression étrange qui en d'autres temps l'aurait fait passer pour une sorcière. Elle vient de la campagne, en Bourgogne, et a travaillé comme bonne à tout faire. Maintenant, elle est vendeuse au BHV. Elle a à peu près 25 ans. Elle sera avec Fumi le pilier le plus durablement assidu de nos soirées connectées. Au début, elle recevra très peu l'énergie, mais suffisamment pour persister et progressivement, elle la ressentira de plus en plus fortement. J'ai commencé à étudier un système de son que j'espère plus spectaculaire que le premier, au point de vue du rendu musical. Il est inspiré d'enceintes de renom de la marque américaine Infinity, très réputée pour le haut niveau de qualité de sa production. Il se compose d'un gros volume, la face avant en biais avec 2 gros haut-parleurs de cette même marque, que j'ai pu me procurer par l'intermédiaire d'Alain Dugas. L'un pour les graves, l'autre pour l'extrême grave. Sur le dessus, un module amovible qui évoluera et se transformera au fur et à mesure de la recherche. Comprend un haut-parleur de médium, un autre d'aigu et un dernier pour les extrêmes d'aigus. De 11 haut-parleurs par enceinte, je suis descendu à 5 pour un meilleur résultat en fin de compte. Quand les enceintes seront achevées, elles auront vaguement l'apparence de personnages.
Elles seront les grands-parents de la lignée qui suivra. C'est vers cette période que j'ai eu envie de transformer les boîtes techniques qu'on appelle baffles ou enceintes en des personnages plus ou moins humains. Ces grosses boîtes très lourdes, suivant les principes audiophiles, seront peintes en laque bleu foncé et le module en noir. Je suis tenté par la multi-amplification, un amplificateur par haut-parleur, solution beaucoup plus coûteuse, encouragée par les marchands de matériel audio, censé donner plus de dynamique et donc de réalisme à la musique reproduite. Il faudra que je trouve un filtre actif à 5 voix, très rare pour commander l'ensemble. Je me financerai par la vente du premier système. J'ai déjà d'ailleurs un client en perspective, un ancien architecte ayant monté une importante agence de publicité, marié à une copine architecte aussi, qui a passé le concours d'admission à l'école des beaux-arts de Paris en ma compagnie. On l'appelait Pompon. Je commence à m'intéresser à de gros projets en extérieur. Et j'ai l'idée de créer un tableau spécial qu'on viendrait fixer sous un ballon dirigeable se déplaçant au-dessus de Paris, d'ailleurs. Cette opération se ferait conjointement avec une chaîne de radio musicale que les gens pourraient entendre sur leur poste ou avec un casque. Ils verraient le tableau animé par la musique diffusée par le poste, en étant allongés sur l'herbe du parc de la Villette, par exemple. J'ai appelé ce projet Diamant dans le ciel ou Diamond in the Sky, pour reprendre la chanson des Beatles. 28 juin 1983. Vision de Fumi. Elle me rapporte qu'elle a vu une grande croix verticale géométrique au bout carré. Elle est dégradée, vert foncé aux extrémités, allant à blanc au centre où se trouve une boule bleue de la largeur de la croix. Les angles rentrants sont adoucis par des arrondis apparemment de même rayon que la boule du centre, la dégageant. La croix est entourée d'un rouge profond qui se transforme progressivement en jaune vers l'extérieur sans passer par l'orange. Elle a eu cette vision le soir où je suis passé à la radio sur France Inter dans l'émission mythique de José Arthur, le Pop Club qui se passait au Fouquet's. 6 juillet 1983. Vision de Fumi. Au premier abord, elle est identique à celle du 28 juin. Mais l'entourage, s'il est toujours rouge, se dégrade à bleu foncé au lieu de jaune. En plus, au milieu de chaque branche de la croix, il y a une ligne fine, jaune comme un rayon laser, partant du blanc autour de la boule bleue centrale et sortant des bords carrés aux extrémités pour se perdre dans l'infini. J'ai eu la sensation que les visions que Fumi vient d'avoir me sont destinées pour en faire un tableau. J'ai donc conçu un tableau animé par la musique à partir de ces visions. Il était très complexe à réaliser et le résultat fut très impressionnant. D'autres auront aussi des visions géométriques, mais on ne les a pas toutes notées. On a aussi très couramment des visions d'anneaux que j'ai déjà évoquées. Vision du 17 juillet. J'ai une première vision qui ressemble un peu à un trèfle vertical à 4 feuilles, dont chaque feuille a une forme arrondie en 2 lobes, comme un trèfle d'un côté et l'autre comme un angle au côté droit. Elles sont dégradées de gris-blanc au centre à jaune, puis jaune-orangé vers les lobes. Entre les feuilles, il y a un espace qui se dégrade de gris-blanc au centre à pourpre puis violet jusqu'au bleu profond. Au centre, il y a une boule bleue de Prusse sur les bords à blanc au centre. 4 lignes fines blanches partant de l'extérieur de la boule forment une croix de Saint-André en X au milieu des espaces entre les feuilles jusqu'à l'infini. La deuxième vision représente un grand cercle blanc qui devient progressivement bleu-gris foncé vers le centre où il y a un cercle noir comme une ouverture avec au centre une petite boule gris-bleu. Autour du grand cercle blanc, à une certaine distance, il y a 16 formes arrondies vers le centre, qui partent en s'évasant vers l'extérieur. Leurs bords sont orangés. Au centre de ces arrondis, entre parenthèses, qui annoncent des structures dans les futurs tableaux, fin de la parenthèse, il y a comme une boule bleue de Prusse, à la manière de l'œil d'une plume de paon. Ces formes paraissent se dégager d'un ciel, entre guillemets, bleu grisé, presque noir, en laissant entre elles comme des rayons fins formant un X dans les angles du carré,
dans lequel on devrait représenter cette image. 26 juillet. Vision de Fumi. Cette vision est très différente. Il y a comme un grand ciel rose indien au centre, dégradé dans une forme ovale à bleu sombre. Sur ce fond formant une bande horizontale, il y a 8 plaques à égale distance les unes des autres, toutes inclinées parallèlement à 45 degrés vers la gauche. Les bords bien alignés vers nous sont pratiquement blancs et le côté qui s'enfonce en perspective vers le centre de l'image va de jaune clair à jaune orangé vers le centre. Vision du 16 août. Elle représente un grand ovale allongé horizontalement, remplissant presque tout le champ de vision. L'extérieur est noir bleuté. La forme est blanchâtre, se dégradant finement en foncé bleu-gris vers le centre, faisant comme une profondeur avec une boule blanche au centre. Quand on lit ces descriptions de vision, on peut se dire « Bouf, ce n'est que ça ». Mais ce n'est pas une photographie extérieure à nous qu'on contemple avec plus ou moins d'intérêt en pensant à autre chose. Quand on a une vision, le monde extérieur n'existe plus. Nos pensées sont arrêtées. Notre conscience est complètement concentrée sur elle. Et elle est accompagnée d'une intensité émotionnelle plus ou moins grande en fonction de l'intensité lumineuse. Plus elle est forte, lumineuse, plus ce qu'on ressent est puissant et chargé de sens qu'on ne peut absolument pas communiquer. Einstein a dit, je crois, si Dieu existe, il ne peut être que géométrique. Ces visions sont peut-être des morceaux de Dieu. Depuis longtemps, je cherchais comment signer mes tableaux sur la face avant, parce qu'au dos, je les signe de ma signature officielle. Mais comme je l'ai déjà expliqué, je ne me reconnais pas dans mon nom de famille. Alors j'ai d'abord essayé une contraction pseudonyme qui formait Albis. Ça n'a duré qu'un petit moment, ne me satisfaisant pas vraiment. Et le 14 septembre 1983, j'ai enfin trouvé mon logo. C'est très simple, mais très signifiant en même temps. Un grand A majuscule, dont la barre horizontale déborde un peu à gauche et beaucoup à droite. Sur cette barre de droite, je dessine le symbole de l'infini, un 8 horizontal. Je dessine ce logo avec un gros feutre or ou plus récemment avec mes tableaux luminaires sur une toile légèrement bistre en blanc. On peut lire ce logo comme un hiéroglyphe, avec plusieurs sens simultanément. La lettre A est l'initiale de mon prénom Alain. Elle représente aussi une pyramide, avec tout son symbolisme, posée solidement sur la terre, implantée avec des racines profondes, entre parenthèses comme toute ma création, fin de la parenthèse. C'est le A d'architecte, ce que je suis, et aussi du grand architecte de l'univers qui élève vers les sommets de l'esprit. La ligne horizontale représente la barre du A, mais aussi la ligne qui supporte mon nom complet dans ma signature officielle, la Terre qui supporte la pyramide. En changeant de perspective, c'est le mur de la conscience qu'il faut franchir par la pointe du A pour atteindre la connaissance. C'est simplifier le couloir de l'infini, base de toute ma recherche pour la porte de lumière. C'est aussi le mouvement partant du passé symbolisé par la pyramide vers l'infini du temps et de l'espace. La couleur or symbolise la lumière transcendantale. Ce logo exprime dans sa simplicité ce que je suis, ce que je fais et où je vais. C'est fou ce qu'on peut faire dire à un si petit dessin. Le 6 octobre, j'entreprends de réaliser un tableau animé en musique en forme de losange à partir de la vision que j'avais eue le 6 janvier. Je réalise un autre en forme de croix à partir de la vision de Fumi. Le 8 octobre, Alan Silva vient chez moi voir mes tableaux spectacles. Il est très emballé, très enthousiaste et souhaite que nous puissions collaborer. D'autant qu'en plus de son Big Bang, il a monté, avec l'aide d'un ami qui l'a subventionné, une école de jazz d'un genre nouveau, l'IACP, Institute Art, Culture et Perception. Je l'avais perdu de vue depuis une douzaine d'années. Il m'a retrouvé en arpentant les allées de la FIAC, Foire internationale d'art contemporain, où Iris Clair avait présenté un de mes tableaux animé par la musique, Diamant éternel. Malgré son renom, Iris n'avait plus d'argent. Il faut dire qu'elle l'avait cherché. Quand elle vendit neuve,
Elles sont pressées d'aller à Enghien, au casino, jouer le prix de la vente, avant même de rétribuer les artistes qu'elles représentaient. Comme elles perdaient beaucoup, cela lui valut de nombreuses fâcheries. Elle n'avait pas les moyens de louer et d'installer un stand digne de ce nom. Les organisateurs, très embarrassés, lui avaient attribué un mur dans l'escalier menant aux toilettes. La musique ne pouvait être jouée qu'en sourdine, des conditions entre guillemets idéales pour présenter un tableau spectacle d'inspiration spirituelle. Sur des marches dans le va-et-vient de gens préoccupés par leur vessie ou leurs intestins et dans des relents de produits désinfectants. En plus, j'avais déterminé un prix de vente en relation avec les ventes réellement effectuées par Alain Dugas, entre autres. Mais elle a préféré écouter son assistant, un garçon léger que je trouvais irresponsable. Le tableau a été proposé à la vente 2,5 fois plus cher. Comme elle ne l'avait pas vendu le premier jour, une Américaine avait semblé très intéressée, mais avait reculé devant ce prix. Elle l'a baissé le second, puis encore le troisième. Ça faisait bien. Elle ne l'a pas vendu. À cette occasion, le maire de Paris, M. Jacques Chirac, est venu visiter le salon dans les locaux réservés des officiels. Iris Clair m'a présenté. Je me souviens encore de sa poignée de main, large, solide, chaleureuse, la paume bien sèche. Il me regarde droit dans les yeux. Et moi qui ne faisais pas partie des gens qui le soutenaient, je me sens ébranlé jusqu'au fond de mes chaussettes. Je ressens son charisme. Mais quelques instants après, je parle à ses collaborateurs et leur explique que mon œuvre n'est pas une simple création personnelle, mais une nouvelle forme de spectacle qui pourrait intéresser la ville de Paris. Ceux-ci, très hypocritement, me disent « Profitez du moment, allez trouver monsieur le maire et expliquez-lui votre projet. » Je savais pertinemment que ce n'est justement pas le moment et que j'aurais préféré un rendez-vous. Mais coincé, je retourne le voir et lui parle de mon projet. Ce n'est plus du tout le même homme. On verra ça, répondit-il excédé. Je n'étais plus pour lui qu'un quémandeur de plus, alors qu'à la poignée de main, j'étais un électeur potentiel. Je n'ai jamais rien vu, ni avec le maire d'une autre couleur politique qui a suivi plus tard. J'avais connu Alan Silva par Sandy Collins, qui connaissait pas mal d'artistes noirs ou métissés américains qui avaient préféré comme elle l'air de Paris. Il était un contrebassiste de jazz d'avant-garde qui avait fait ses armes avec Sun Ra. Ensuite, il avait constitué sa propre formation, le Celestial Communication Orchestra, qui interprétait ses compositions. Au début des années 70, il m'invita à un concert qu'il donnait dans un auditorium de la Maison de la Radio. Stupéfait, je découvris un grand orchestre de 26 à 30 musiciens structuré d'une manière complètement inhabituelle. Il y avait 3 ou 4 pianos, plusieurs batteries. À cette époque où régnait en maître le micro-sillon 33 tours, les morceaux ne duraient au maximum que 25 à 30 minutes, capacité maximum d'une phase de disque. Il attaqua un morceau qui sera unique dans la soirée. 2h15. Ouf! C'était une musique étrange, très difficile à aborder. Mais quand vous étiez pris dans le courant de ce fleuve musical, il n'y avait plus qu'à se laisser emporter avec plaisir. Après le spectacle, il était venu chez moi, plusieurs jours après, rue Grégoire de Tours à Saint-Germain-des-Prés, avec quelques copains, jazzistes aussi. On écouta l'enregistrement du concert sur le magnétophone de ma chaîne hi-fi, pas trop mauvaise pour l'époque. Il m'avait connu élève architecte et me retrouvait artiste plasticien œuvrant en plus avec la musique, d'où sa surprise de fin 1983. Début novembre, pour la première fois, le nom et le concept de Diamant Céleste apparaît. Vision du 25 novembre 1983. Cette vision est survenue lors d'une méditation profonde très intense, la plus intense depuis les premières. Elle représente une sorte de trémie carré qui s'enfonce vers une ouverture carrée aussi un tiers plus petite. Au centre, il y a une boule d'un diamètre un tiers plus petit que le carré central qui apparaît comme un ciel uniformément bleu outre-mer foncé. La boule est blanche sur le bombé au centre qui se dégrade vers les bords en jaune, orange, rouge, violet-rouge sur la circonférence.
Les bords des plans de la trémie de mon côté, sur le grand carré, sont violets et passent progressivement en allant vers le bord lointain en ce que j'appelais bleu 66, c'est-à-dire phthalocyanine, qui devient blanc tout en gardant sa force pure sans devenir adouci par un mélange avec du blanc. D'autres personnes rejoignent notre petit groupe. Comme il y a parmi elles beaucoup d'étrangères, elles ne restent pas toujours. Heureusement, car la pièce où je les reçois, qui deviendra plus tard l'extasium, est trop petite. Le processus commence à s'installer. Je reçois une nouvelle personne toujours seule. Je lui parle, raconte ce qui se passe et lui propose d'essayer de lui transmettre l'énergie. Tout le monde accepte. Je lui prends les mains, la lumière restant allumée. On ferme les yeux. Pour moi, ça marche toujours. La personne me sert en quelque sorte d'antenne facilitant la descente de l'énergie. On peut dire qu'elle fait appel comme une porte ouverte fait appel d'air. C'est plus facile pour moi de recevoir l'énergie avec quelqu'un à qui donner. Par contre, je ne sais jamais ce que l'autre, femme ou homme, ressent. Parfois au niveau des mains, je sens comme une chaleur, un fluide, qui s'arrête comme bloqué, ou au contraire, qui circule dans les bras de l'autre personne. Mais ça n'a pas de rapport avec ce que l'autre ressent. Ce fluide, je le ressens très légèrement, avec une qualité différente suivant la personne. Plus chaud, plus liquide, plus rugueux. Ces qualificatifs ne donnant qu'une image très grossière et simpliste. Les personnes reçoivent toujours l'énergie, mais elles n'en sont pas toujours conscientes. Souvent, elles ne ressentent qu'une impression de bien-être qui leur fait penser à du sommeil, tout en sachant par les bruits lointains extérieurs à la pièce qu'elles entendent qu'elles ne dorment pas. Certaines personnes reçoivent beaucoup plus fortement et le ressentent très nettement. Je leur propose alors de se joindre à notre groupe. On se réunit en fin d'après-midi, début de soirée, assis en tailleur, en formant un cercle. On se donne la main, on ferme les yeux, on éteint la lumière au préalable. Dans le noir, on quitte plus facilement le monde quotidien. J'appelle, entre guillemets, l'énergie dans une concentration particulière qui m'est venue naturellement. Tout ce qui se passe dans ces moments est très difficile à mettre en mémoire. Si je tente de mémoriser les différentes phases pour les rapporter par la suite, je redescends sans pouvoir, entre guillemets, remonter au même niveau ce jour-là. Ce qui reste d'une séance est généralement flou, inracontable. Les visions sont des moments grandioses, exceptionnels, qu'on ne peut jamais prévoir. Un don, un message venu d'ailleurs. Au début, les séances se passaient dans le silence le plus complet. Puis on a commencé à entendre des gémissements, des soupirs de satisfaction poussés par les uns ou les autres. Puis des sortes de borborigmes, et même des cris, des petits cris, des grands cris, mais des cris de libération, de jouissance, d'orgasme. Une sorte de cri primal en restant toujours assis sans bouger. Par la suite, ces sons vont se moduler, s'harmoniser, entre guillemets, s'humaniser.